Le gouvernement met en garde les souscripteurs dans l'agrobusiness considéré comme une officine de placement d'argent. La question était au centre du Conseil des ministres de ce mercredi. Clôture de la dernière session de la Deuxième République, 221 députés étaient présents sur 255. Le président de l'Assemblée nationale a fait le bilan de la législature. Michel Dussuyer publie la liste des 24 joueurs sélectionnés pour Abu Dhabi. Parmi eux, Serge Aurier, Mars Gradel et Wilfried Bony. Aux États-Unis, les enfants de l'immigration sont inquiets après les dernières déclarations du président élu Donald Trump. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Dernier conseil des ministres de l'année 2016. C'était ce matin au palais présidentiel, un conseil marqué par d'importantes décisions, notamment l'appel à la vigilance face aux sociétés d'agro-business qui proposent des placements d'argent dans le secteur agricole. Le Conseil a par ailleurs décidé de limiter à 2 le mandat des administrateurs des établissements publics nationaux qui passe désormais de 4 à 3 ans. Compte rendu, Viviane Naïma. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 28 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lance un appel à la vigilance aux populations face aux sociétés d'agrobusiness qui proposent des placements d'argent dans le secteur agricole, moyennant des bénéfices importants. Ces structures font appel à l'épargne publique. Et elles ne sont pas des établissements financiers. Elles ne sont pas des établissements de microcrédit. Donc, elles sont en quelque sorte dans un espace qui n'est pas géré aujourd'hui, avec des risques, puisqu'elles vous prennent votre argent, qu'elles investissent. Donc l'idée, c'est de dire, soyons prudents, soyez prudents et soyez vigilants. Si ces structures-là décident de faire ce qu'elles font en levant des fonds officiellement auprès du système financier, national ou international, il n'y a absolument aucun problème. Ou alors, c'est des structures de microcrédit, et en ce moment, toutes les structures de microcrédit en Côte d'Ivoire sont régies par des textes précis. Et en ce moment, on pourra savoir ce qu'elles font, comment elles utilisent l'argent des souscripteurs, etc. Mais aujourd'hui, comme je dis, il y a une absence de visibilité sur les risques que ces structures-là font prendre aux populations. Et c'est pour ça que nous appelons à la vigilance. Une mise en garde du gouvernement qui arrive après une longue période d'activité de ces entreprises d'agrobusiness. En Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'entreprise, premièrement. Et tant que l'État ne juge pas qu'il y a un risque quelque part, l'État laisse faire l'économie. Donc c'est maintenant que l'État juge qu'il y a un risque, en réalité, en raison surtout de l'importance des montants qui sont levés. Au départ, ça concernait peut-être quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes, mais quand ça commence à en concerner plusieurs dizaines de milliers et que les sommes deviennent aussi importantes, j'allais dire l'État, naturellement, s'immisce et cherche à comprendre. Autre décision majeure du Conseil des ministres. Le mandat des PCA et autres membres des conseils d'administration des établissements publics nationaux sont désormais limités à 2 mandats de 3 ans chacun. Le nouveau texte limite désormais à 2 le nombre de mandats d'administrateurs. À 2, cela fait 2 mandats de 3 ans, donc 6 ans au maximum à partir de la première nomination. L'ENA, l'École nationale d'administration, va connaître des innovations dans son organisation et son fonctionnement. Dans cette veine, la limite d'âge pour postuler au concours d'entrée va être avancée. Je crois que la limite précédente était de 35 ans. Cette limite est portée désormais à 40 ans. L'âge de la retraite en Côte d'Ivoire est passé de 55 ans à 60 ans pour tous les agents jusqu'au grade A7. Et pour les agents du grade A7, l'âge de la retraite est passé à 65 ans. C'est ça qui est pris en compte donc pour permettre à celui qui entre à l'ENA de faire ses études, de les achever et de servir quand même un certain nombre d'années avant d'aller à la retraite.
Par ailleurs, il convient d'ajouter que la préparation au concours d'entrée à l'ENA est désormais obligatoire pour tous les candidats des concours directs, quel que soit le cycle, et pour tous les candidats des concours professionnels. Le Conseil a donné son accord pour le démarrage bientôt des travaux de construction du projet pharaonique de la Bibliothèque de la Renaissance africaine qui va doter la Côte d'Ivoire d'un haut lieu du savoir. Cette bibliothèque sera réalisée sur le site actuel de la Direction des examens et concours, de la DECO, dans le cadre d'un partenariat public-privé. À cet effet, un accord cadre a été signé le 28 décembre 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupement Cedesi Archi 2000 en charge de la construction de cette bibliothèque. C'était le dernier Conseil des ministres de l'année 2016, marqué par une intense activité gouvernementale, mais pas de répit pour les ministres. Le premier Conseil des ministres de l'année 2017 se tiendra dès la semaine prochaine. Et puis le communiqué complet de ce Conseil des ministres vous sera proposé bien entendu après ce journal. Et puis le dimanche 1er janvier 2017, jour de la fête du Nouvel An, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, selon ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. De l'émotion cet après-midi à l'Assemblée nationale pour la dernière session de la Deuxième République. Une page se tourne après le vote de la nouvelle Constitution et les élections législatives du 18 décembre. 221 députés étaient présents sur un total de 255. Le président de l'Assemblée nationale a félicité les députés élus et encouragé les sortants. Soro Kibafori Guillaume a fait le bilan de cette législature. Michel Digré. Honorables députés, sans doute, l'heure des adieux a sonné. Pour d'autres, celle de le revoir pour certains. C'est en ces termes que le président de l'Assemblée nationale a planté le décor de la fin de la deuxième législature de la Deuxième République. Après avoir félicité les députés réélus, il s'est adressé à ceux qui quittent l'hémicycle. Je voudrais dire à mes collègues députés qui n'ont pas été investis ou réélus, courage. Les élections ne sont qu'une simple compétition. Vous n'avez point démérité, loin s'en faut. Je garderai de vous l'image de femmes et d'hommes qui ont consacré leur énergie au rayonnement de notre institution commune. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite dressé le bilan des 5 années écoulées. 217 tests de loi examinés, 35 voyages à l'extérieur du pays avec 140 députés dans le cadre de la diplomatie parlementaire et plusieurs actions qui ont permis de repositionner le Parlement ivoirien sur la scène internationale. Un discours et une législature qui s'achèvent avec un point d'interrogation. Qui sait l'avenir et qui sait ce que la Troisième République nous réserve? Mais, cependant, je demeure convaincu d'une chose, que bien des fois, l'on croise son destin par le chemin que l'on prend pour l'éviter. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. 221 députés présents sur un total de 255 avec des parlementaires fraîchement élus. Notre reporter Michel Digré a tendu son micro aux anciens, mais également aux nouveaux. Je vous propose de les écouter. Nous avons passé 5 bonnes années à travailler pour la Côte d'Ivoire et à travailler aussi pour nos régions. Et aujourd'hui, nous sommes au terme de notre mandat. Le président de l'Assemblée vient de faire la présentation du bilan pour ce qui me concerne. J'avoue que ça a été une belle expérience parlementaire et que la Côte d'Ivoire est vraiment debout. Il fallait tout reconstituer, c'est ce qui a été fait. Il fallait rebâtir une Assemblée qui est pignon sur rue, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir participé à ce travail immense. J'avoue que je suis très émerveillé par ce qui vient de se passer. On a vu le président de l'Assemblée nationale faire le point de l'ensemble des activités sur la législature. Donc nous qui sommes des nouveaux venus avions écouté avec beaucoup d'intérêt en ayant l'idée que ce sera de ce type de rencontre-là, ce type d'échange-là qu'il va avoir
dans la première législature de la Troisième République. Je me rappelle quand j'étais en 6e, je rentre dans un collège où je ne connaissais personne. C'est le même sentiment que j'ai éprouvé aujourd'hui. Donc j'ai sympathisé déjà avec mon voisin. Voilà, on attend notre entrée parlementaire. On passe au sport. Michel Dussuyer a publié la liste des 24 joueurs convoqués pour la préparation à Abu Dhabi. Parmi eux, Boni, Bailly, Gradel, Kalou, Aurier, Gbowo, Sangaré et bien d'autres encore. La liste en avant-première avec Salif Ouattara. Pour le stage de préparation de la CAN Gabon 2017, Michel Dussuyer a publié la liste des 24 joueurs présélectionnés. Un seul joueur devra quitter Abu Dhabi au soir du 4 janvier 2017, date à laquelle le sélectionneur doit rendre officielle sa liste définitive. 3 gardiens de but, Sylvain Gbowo, Badra Ali, Sayouba Mandé. 8 défenseurs, Aurier Serge, Bagayoko Mamadou, Eric Bailly, Deli Simon, Diarasuba Osman Vieira, Canon Wilfried, Kone Lamine, Traoré Adama. 6 milieux, Angban Victorien, Doucouré Chek, Kessier Franck, Nguessayao Serge, Sérédié Geoffroy, Séri Jean-Michael. Et 7 attaquants, Boni Wilfried, Maxale Gradel, Salomon Kalou, Jonathan Kodja, Pepe Nicolas, Sio Giovanni et Wilfried Zaha. Des choix que l'entraîneur assume. Cette liste s'inscrit dans une continuité. Ça fait des mois que je travaille à constituer un groupe et qu'au fil des matchs, ce groupe s'est modifié, ce groupe s'est enrichi. Ce groupe aussi a donné satisfaction. Prévu du 2 au 12 janvier 2017 à Abu Dhabi, le stage de préparation des éléphants permettra à Michel Dussuyer de travailler avec les attaquants qui marquent peu depuis quelques temps. Quelques résultats de la 7e journée de Ligue 1. La SEC s'est imposée face au FC San Pedro 1-0 et puis le CW a battu Mossou FC 1-0. La commune du Plateau lance une charte de soutien et une série d'actions en faveur de la promotion des 8e Jeux de la francophonie. Elle place sa traditionnelle tribune des réjouissances, dénommée Plateau en fête, sous le signe de ces Jeux. Reportage Serge Coléa. Plateau en fête pour les Jeux de la francophonie. C'est le thème cette année de la traditionnelle tribune des réjouissances de fin d'année dans la commune des Affaires d'Abidjan. La municipalité entend ainsi marquer son engagement à soutenir toutes les initiatives de promotion des 8e Jeux de la francophonie. Toutes les festivités de la Saint-Sylvestre vont être marquées du sceau de ce renouveau mondial de la francophonie. Il en sera ainsi également pendant les 6 mois précédant l'événement. Les maires se sont organisés pour mutualiser leurs énergies et mobiliser leurs équipes afin d'apporter le soutien qu'il faut à cet événement capital. Événement dont les enjeux économiques, culturels, touristiques et sociaux sont clairement établis. Notre engagement pour le soutien à cet événement, qui reste inscrit dans la droite ligne de la démarche d'ensemble établie avec nos collègues maires d'Abidjan, se poursuivra dans les semaines qui suivent avec des activités populaires. Nous restons mobilisés pour l'action participative et l'engagement de tous qui assureront la pleine réussite des prochains Jeux d'Abidjan. Pour souligner cette volonté, une charte de soutien a été signée entre la mairie du Plateau et le ministère chargé des 8e Jeux de la francophonie. Plateau en fête 2016 a été lancé par une longue procession, une ambiance carnavalesque pour donner le ton de l'ambiance qui va régner dans la cité en cette fin d'année. On s'intéresse à la lutte contre le chômage des jeunes. 25 milliards de ressources additionnelles accordées par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour favoriser l'emploi des jeunes et le développement des compétences. Et c'est une véritable bouffée d'oxygène. Suivez plutôt le reportage de Grace Kando. 25 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Ces ressources additionnelles permettront d'améliorer l'accès à l'emploi de 31 500 jeunes
et de contribuer à la réforme du secteur de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Le financement initial a été augmenté à hauteur de 25 milliards parce que les résultats étaient probants. Les taux d'insertion à travers les études qui étaient conduites par le Bureau de coordination des projets emploi montraient que les taux d'insertion étaient relativement élevés et surtout l'attente et la demande étaient extrêmement fortes. Pour concrétiser cette volonté, le Bureau de coordination des programmes emploi a signé une convention avec 2 structures œuvrant dans le domaine de l'emploi. Il s'agit de l'Agence Emploi Jeunes et l'AGEFOP. Cette cérémonie a été organisée pour donner un signal fort à la jeunesse, pour leur dire que leur PGDEC est de retour. De la même manière qu'ils se sont mobilisés pour bénéficier de la phase initiale, on leur demande de se mobiliser, de postuler comme ils ont eu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, il y a plus de 27 500 jeunes qui ont bénéficié de ce projet. Certains sont des hauts cadres. Il s'agit pour nous ici de sélectionner 5 500 jeunes et les mettre en formation auprès des maîtres artisans. Alors, c'est une formation qui se fait dans la pratique auprès des maîtres artisans, mais qui est accompagnée d'un volet complémentaire de cours théoriques. Donc, ce sont ces 2 aspects qui constituent cette formation. Dans les prochains jours, une vingtaine de conventions seront signées avec les conseils régionaux et municipaux. Objectif, rapprocher les opportunités d'emploi. Le dynamisme de l'économie ivoirienne attire de nouveaux investisseurs. Pour l'exercice 2015, une fois n'est pas coutume, la Belgique s'est classée en première position pour les investissements étrangers devant la France. La diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire a dessiné les contours de la nouvelle cartographie des investissements directs dans notre pays. Adama Koné. Absente de la cartographie des bailleurs de fonds privés il y a quelques années, la Belgique fait une percée dans le paysage des investissements directs étrangers, IDE, en 2015. Et avec la manière, la Belgique a en effet ravi la première place des investissements directs étrangers à la France sur l'exercice 2015 avec 59,8 milliards de francs CFA injectés en Côte d'Ivoire. Ces informations ont été livrées à la faveur de la diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire. D'autres pays comme le Canada, 3e investisseur après la France, et le Maroc, 4e investisseur, font également une apparition remarquable dans l'économie ivoirienne. Une économie qui d'ailleurs a de bonnes raisons de séduire les détenteurs de capitaux étrangers. Les réformes dans la gouvernance économique et financière dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015 ont permis d'enregistrer à fin 2015 une inflation modérée de 1,2%, un déficit budgétaire soutenable de 2,9%, un ratio dette sur PIB de 42,1%. Tous ces ratios sont en dessous des normes de critères de convergence au sein de l'UEMOA et sont conformes effectivement aux engagements pris avec les institutions internationales. Les investissements directs étrangers se chiffrent à 292,3 milliards de francs CFA. Le secteur des industries extractives se taille la part du lion, absorbant 32,5% de ce montant, contre 21,3% pour les télécommunications, 18,1% pour l'intermédiation financière ou 12,3% pour l'industrie manufacturière. Le commissaire du gouvernement a fait le point des activités de l'année 2016 au tribunal militaire pour l'essentiel des procès pour corruption, racket et violences sexuelles. Les détails avec Abou Sanogo. Cette rencontre est périodique. Elle se tient 4 fois par an. Elle est initiée par le commissaire du gouvernement pour faire le point sur la poursuite de la politique criminelle engagée par le gouvernement. Les incidents entre des éléments de la police nationale et la population civile à Katiola, Diokwe, Yamoussoukro, Tumodi, Mankono et l'assassinat de militaires de la gendarmerie. Les cas de Bouna, Bondoukou et Meyagui ont été quelques sujets abordés par le procureur militaire, le colonel Ange Kessikwame. Par ailleurs, il invite les populations à ne pas se rendre à justice. Vous ne devez pas brûler un commissariat de police. Ce sont des services publics. Donc ça n'appartient pas seulement à la ville, ça appartient à tout l'État de Côte d'Ivoire. Porter le feu à une brigade ou à un commissariat, c'est commettre une infraction qu'on appelle l'incendie volontaire. Et ça, c'est un crime. La lutte contre les violences sexuelles se poursuit.
7 dossiers de procédure liés aux violences sexuelles et les violences basées sur le genre sont inscrits au rôle des audiences de la rentrée judiciaire prochaine. Quant à la lutte contre le racket et la corruption, elle se poursuit également. Tant qu'il n'y aura pas le dernier racketeur qui quittera les corridors, le tribunal militaire accentuera, renforcera et appuiera sa lutte contre le racket. Sur le vol commis au commandement des forces spéciales, sur plainte du commandant des forces spéciales, le parquet militaire a ouvert une enquête pour vol portant sur la somme de près de 50 millions de francs CFA. Le juge d'instruction militaire a inculpé le commandant second des forces spéciales. On n'a pas dit que Moreau est coupable de quelque chose. Certains amis qui sont arrêtés, qui sont impliqués dans cette affaire, ont cité son nom. Pour ne pas que, à chaque fois on l'appelle, à chaque fois on le convoque pour l'entendre, on a préféré l'inculper dès maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Les dossiers de désertion, de racket, d'escroquerie, de violation de consignes, de vol et homicide sont en cours de jugement. Le tribunal militaire d'Abidjan va ouvrir ses audiences à Bouaké. Les journées s'étendront sur une semaine avec 2 journées portes ouvertes. Un guide pratique pour les magistrats du parquet. Il a été présenté à ses utilisateurs. Ce document a été élaboré grâce à l'appui de l'USAID. Abou Sanogo. Contribuer au bon fonctionnement du parquet, maillon essentiel du système judiciaire. C'est l'objectif recherché à travers Guide du parquet, un document de renforcement des capacités à l'intention des juges d'instruction, élaboré par une magistrate honorée française et consultante internationale. Guide du parquet est une initiative de Pro-Justice Côte d'Ivoire. C'est un guide inclusif, collégial. Il pourrait par exemple servir de complément aux formations qui sont données par l'Institut national de formation judiciaire, tant pour la formation initiale que pour la formation continue des magistrats. Document de 162 pages, Guide du parquet a été distribué aux magistrats ivoiriens afin qu'ils s'en servent comme boussole dans l'exercice de leurs fonctions. Le parquet ne fonctionne pas n'importe comment. Il y a des règles qui sont établies, qui sont élaborées dans le code de procédure pénale. Tous les magistrats du parquet n'ont pas les mêmes lectures des règles. Donc, l'experte qui est une magistrate émérite, qui est magistrate honoraire, a donc réfléchi, a lu le code de procédure pénale et a traduit certaines règles en règles de procédure qui sont instaurées dans ce guide de pratique à l'usage des magistrats du parquet. La cérémonie a aussi servi de prétexte aux magistrats ivoiriens pour dresser les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Absence de structures d'accueil pour mineurs, manque de moyens de locomotion, personnel insuffisant. Tout ceci dans l'espoir d'assurer une justice de qualité aux populations ivoiriennes. La Côte d'Ivoire confrontée à la question de migration clandestine, décrite comme plaque tournante de la migration clandestine en Côte d'Ivoire. La ville de Daloa s'est appauvrie de sa jeunesse au cours des dernières années. Une jeunesse en quête d'Eldorado, mais dont les rêves virent souvent au cauchemar. Après des campagnes de sensibilisation et des actions entreprises par le gouvernement, le phénomène est aujourd'hui en perte de vitesse. Reste à régler la question de l'emploi des jeunes restés sur place. Le dossier est signé Mahamadou Traoré. Daloa, la cité des antilopes. En ce mois de décembre, l'ambiance est plutôt calme, surtout ici, à la place Bébani, lieu de stationnement des gros camions en partance ou en provenance des pays étrangers. Le constat interpelle encore plus quand on sait que la campagne cacao 2016-2017 s'est ouverte il y a 3 mois à peine. À la réalité, Daloa, ville carrefour reliant les 4 parties de la Côte d'Ivoire, peine à se relever économiquement de la décennie de crise qu'a vécu le pays. Vraiment, Daloa est malade. Ça ne va pas même. Il y a Sodori qui est là, ça ne marche pas. Il y a Savonnerie qui est là, ça ne marche pas. Il y a les usines qui est là, ça ne marche pas. Bon, le black aussi s'est cassé. Une activité économique au ralenti. Alors, Babani et ses amis meublent leur quotidien de causerie tout en faisant de petits boulots pour joindre leurs 2 bouts en attendant des lendemains meilleurs. Certains de leurs camarades plus nombreux ont choisi une autre voie, celle de migrer clandestinement par la mer Méditerranée vers l'Europe. Ils étaient pleins ici. Chaque jour, on se retrouvait les matins, les soirs, on se retrouvait ici. Ils sont pleins à partir. Ils préfèrent mourir dans l'eau que d'avoir honte devant ses parents. C'est le slogan. Je vais aller au moins là-bas, là. S'il est franchi et rentre en Italie, c'est une demi-réussite pour lui. Ils n'ont plus d'espoir. Mourir dans la Méditerranée,
C'est ce qui arrive bien souvent aux jeunes ressortissants de Daloa, candidats à l'Eldorado. Mon petit frère, il s'appelait Diakité Amara. Ils ont attaqué les bateaux. Les gars voulaient aller les attraper encore, les mettre en prison. Donc là, le bateau ne s'est pas arrêté. Donc ils ont tiré sur le bateau. Puis le bateau a pris l'eau. Lui, il n'était pas mis des victimes. Je ne vais jamais conseiller un Ivoirien d'aller sur l'eau. Vraiment, c'est difficile. Vu la situation, le froid, ça meurt là-bas beaucoup. Difficile de savoir réellement comment sont organisés ces voyages ou même d'entrer en contact avec les réseaux de passeurs opérant depuis Daloa, tant cette activité a tout l'air d'une organisation secrète. Selon les informations recueillies sur place, les réseaux de passeurs réclament entre 700 000 et 1 500 000 francs CFA aux migrants pour assurer la traversée de la Méditerranée. Si le phénomène avait pris des proportions inquiétantes en 2015 et début 2016, il est en perte de vitesse depuis quelques mois en raison des campagnes de sensibilisation initiées par le gouvernement et l'appui financier apporté aux jeunes de la ville dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Des initiatives de création d'emplois qui précèdent d'autres. Il est prévu d'ouvrir des usines pour pouvoir transformer le cacao de Daloa. De même, il y a une usine dans la carte qui est en construction à Daloa. De même, il est prévu également l'ouverture d'une usine de café. De même, il est prévu également une cimenterie à Daloa. Toutes choses qui permettront, de notre point de vue, d'offrir des emplois à nos jeunes. Ce que je demande aux jeunes, c'est un peu de patience. Tout ne peut pas se faire en un seul jour, mais aujourd'hui, véritablement, on a le pied à l'étrier. Nous avons travaillé sur un projet et que nous avons soumis au ministère de l'Intérieur italien. Notre projet a été retenu. Il s'agit d'un projet qui va s'étendre sur 19 mois, qui va commencer par la sensibilisation. Et après, nous allons sélectionner des jeunes que nous allons financer et que nous allons suivre sur le terrain. Début de réalisation effective de tous ces projets, courant 2017. Si l'échéance et les promesses sont tenues, Daloa retrouvera son lustre et surtout son attrait économique d'antan. Et le dossier était signé Mama Traoré. L'événement à l'MPT, l'école militaire préparatoire technique, c'est la présentation au drapeau de la 77e promotion des enfants de troupe. Cette cérémonie intervient après 3 mois de formation commune de base pour 126 élèves de 9 nationalités. Ils ont reçu leurs insignes à Boussanogo. Ils ont été initiés au métier des armes, dont la noblesse exige la discipline envers la hiérarchie, force morale, rigueur et endurance. Ces pensionnaires au nombre de 126 de 9 nationalités, après 3 mois de formation commune de base, sont maintenant aptes à intégrer l'école militaire préparatoire technique de Berngéville. C'est en présence du général de division Sékou Touré, représentant le chef d'état-major général des armées, qu'ils ont été présentés au drapeau suivi de la réception de leur insigne. Occasion pour le commandant école, le lieutenant-colonel Hervé Tchoumé, de leur rappeler l'importance de l'éducation militaire reçue durant ces 3 mois, le sens de la présentation au drapeau et l'esprit de corps qui doit les unir. Débuté le 17 septembre 2016, la formation militaire initiale des élèves de la 77e promotion des enfants de troupe a pris fin le 17 décembre. Cette promotion compte 126 élèves de 9 nationalités, dont 111 ivoiriens. Carrousel à pied exécuté par les élèves de la 6e compagnie, démonstration d'arts martiaux, présentation de la 6e compagnie au drapeau, défilé des troupes à pied ont également marqué la cérémonie. Boko Haram en perte de vitesse. On pourrait le penser, une trentaine de combattants de la secte islamiste se sont rendus aux autorités nigériennes. Cela se passe dans la région de Difa, au sud-est du Niger. L'annonce a été faite par le ministre nigérien de l'Intérieur. Avant eux, 1 millier de combattants tchadiens avaient fait défection. Aux États-Unis, depuis la présidence Obama, les enfants migrants illégaux arrivés sur le sol américain ne pouvaient plus être expulsés. On les surnomme les Dreamers, faisant référence au projet de loi qui leur accorde un statut légal aux États-Unis, le Dream Act. Mais aujourd'hui, la perspective d'une présidence Trump inquiète ces immigrés. Juana et Inès sont étudiantes à l'université Ostas de New York. Longtemps, les 2 sœurs ont dû cacher leur passé. Je suis venue du Mexique ici quand j'avais 3 ans, avec ma sœur et ma mère. Nous n'avons pas vu ma mère pendant des jours lorsqu'elle a traversé le désert avec ma tante. Nous les avons retrouvées une fois qu'elles ont traversé la frontière.
Étant sans papier, je n'ai jamais vraiment raconté mon histoire parce que j'avais peur de la réaction des gens. Les deux sœurs peuvent désormais parler ouvertement de leur statut d'immigrés depuis que Barack Obama a fait passer le DACA, un décret permettant aux migrants arrivés aux États-Unis étant enfants de ne pas être expulsés. On les surnomme les Dreamers. Mais la perspective d'une présidence Trump ravive les craintes. Pendant la campagne, les propositions du candidat d'expulser des millions de personnes ont provoqué des contestations. Depuis sa victoire, le président élu a insinué dans une interview au Time que les Dreamers ne seraient pas expulsés. Mais la ligne dure du nouveau gouvernement sur l'immigration inquiète Juana et Inès. Le DACA nous a permis de nous sentir plus sûrs. Grâce au DACA, nous avons pu postuler à des emplois. Le gouvernement a toutes les informations nous concernant. Ils savent tout depuis notre arrivée à aujourd'hui et nous avons le sentiment qu'ils peuvent se servir de ces informations contre nous. Ils peuvent trouver nos parents facilement, séparer nos familles, car nous avons des frères et des sœurs nés ici. César Vargas a également bénéficié du DACA. Après des études de droit pour devenir avocat, il a dû se battre pendant 4 ans devant les tribunaux pour pouvoir pratiquer son métier étant sans papier. Aujourd'hui, César offre bénévolement ses services de conseil juridique à des migrants. Et s'il reste optimiste, il se prépare au pire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.